va donc accueillir Romain Verger, qui est interne en chirurgie thoracique au CHU de Toulouse et membre de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Il va nous présenter le projet de cette société savante qui porte lui aussi sur des données anatomopathologiques notamment. Merci beaucoup Agathe. Merci au Health Data Hub d'organiser ce type de challenge qui est pour nous médecins en fait une opportunité un peu de sortir de nos services et puis de s'ouvrir un peu aux nouvelles technologies pour essayer d'améliorer la prise en charge de nos patients. Moi, je suis Romain, je suis un maintenant vieil interne de chirurgie thoracique au CHU de Toulouse et j'ai le plaisir de vous présenter le challenge qui est proposé par la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire et par le Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. On va parler de cancer et le challenge, il s'appelle C+net. Il va traiter de la classification et du pronostic d'un certain type de cancer du poumon qui s'appelle les tumeurs neuroendocrines pulmonaires. Une rapide introduction, vous le savez peut-être, mais le cancer du poumon, c'est la première cause de décès par cancer dans le monde. C'est un cancer avec un pronostic très sombre. Toute histologie confondue et tout stade confondu, on est à une survie à 5 ans qui est autour de 30%. Et il n'y a pas qu'un seul cancer pulmonaire. Je vous ai mis des noms un petit peu atroces là, mais la plupart des cancers pulmonaires, c'est des adénocarcinomes et des carcinomes épidermoïdes. Et il y a une petite partie qui correspond aux tumeurs neuroendocrines qui nous intéressent, nous, plus particulièrement. Et à l'intérieur même de ces tumeurs neuroendocrines, il y a encore une grosse diversité puisqu'on a des tumeurs qui s'appellent des carcinoïdes, qui sont de très bons pronostics, des tumeurs de jeunes. Et puis, on a des tumeurs avec un pronostic beaucoup, beaucoup plus sombre, que ce soit le carcinome neuroendocrine à grandes cellules qui concerne seulement 1% des patients, ou le cancer à petites cellules qui, lui, est un petit peu à part, beaucoup plus nombreux, mais pareil, avec un pronostic très sombre. Et puis, vous avez dû le comprendre un peu, en médecine, maintenant, on est très scientifique et on aime bien classifier tout. Ça a l'avantage de faire des groupes de patients homogènes, notamment en termes de survie, pour leur proposer, in fine, d'avoir une prise en charge un petit peu standardisée. Je vous ai mis en tout petit la classification du cancer du poumon, qui est faite sur la taille, sur la présence de cellules cancéreuses au niveau de ganglions ou de métastases. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on essaye de stader les patients pour pouvoir eh bien, leur proposer que ce soit de la chirurgie, parce que moi, c'est un petit peu ce qui m'intéresse, mais aussi après de la chimiothérapie ou autre. Et quand on applique la classification des cancers du poumon sur l'ensemble des cancers pulmonaires, et notamment sur les deux noms atroces que je vous ai donnés tout à l'heure, eh bien, on a une parfaite discrimination des patients avec une survie qui dépend du stade. Quand on l'applique par contre sur les tumeurs neuroendocrines, eh bien, ça marche, ça fonctionne pas du tout. On a des stades qui sont dits plus avancés sur cette classification, avec un pronostic qui est meilleur que des stades plus précoces. Euh, et donc, ça intéresse beaucoup la communauté scientifique. Il y a beaucoup de papiers actuellement sur le sujet, notamment ces dernières années. Là, je vous ai mis une flopée de publications scientifiques, que ce soit de nos collègues anapathes, de chirurgiens, de pneumologues, d'oncologues, qui ont essayé de faire des classifications. Alors, vous voyez, il y a plein de papiers, mais il n'y en a aucune qui est réellement utile et utilisée au quotidien pour prendre en charge ces patients. Il y a un travail actuellement en cours de la Société française pour nous aussi essayer, à partir de notre base de données et avec les méthodes classiques, d'avoir une classification qui soit utilisée en pratique clinique. Mais l'appel à projet du Health Data Hub nous a permis un petit peu de nous ouvrir à ce type de technologie et de, pourquoi pas, essayer de trouver une solution pour la prise en charge de ces patients. Donc l'objectif du challenge C+net, ce sera pour les participants de développer un algorithme qui sera capable de prédire la survie des patients à partir de deux types de jeux de données, des données cliniques qui sont issues de notre base de données et des données spécifiques de la tumeur. Et un petit peu comme les challenges précédents, eh bien, on aura deux types de jeux de données, donc des données cliniques qui sont issues de notre base nationale qui s'appelle EPITOR et des données qui sont issues d'une part des comptes rendus d'anatomopathologie, mais un petit peu comme le challenge précédent, de la numérisation de l'anatomopathologie. Ça concernera entre 1500 et 2000 patients, on espère. Et l'objectif, c'est de créer une grosse banque avec des données à la fois numériques et des données d'imagerie.
Epitor, c'est un petit peu la richesse de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. C'est une base de données qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. C'est une base prospective qui est remplie au quotidien par l'ensemble des chirurgiens thoraciques, qui regroupe 100 centres dans la France entière, avec plus de 50 variables qui permettent d'avoir le suivi pré, per et post-opératoire pour les patients. C'est la source de nombreuses publications scientifiques. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, à l'heure actuelle, on est quasiment à un demi-million de patients sur cette base. Donc c'est une richesse absolue qu'on souhaite mettre à disposition. Et quand on fait une extraction de la base, on a ce type de tableaux qui sont très simples, où on a plein de données numériques et on peut essayer déjà, rien qu'avec ça, de faire tourner du machine learning. Mais on va rajouter à ça des lames d'anatomopathologie pour essayer d'identifier des caractéristiques spécifiques de la tumeur pour prédire la survie des patients, que ce soit la forme des cellules, le nombre de divisions cellulaires. Ça, c'est les machines qui vont nous répondre. On va essayer de récupérer des lames de près de 15 centres, à peu près 1500 lames. Et donc, avec un gros travail de numérisation derrière, on espère avoir une bonne qualité d'image avec à peu près 1 giga pour chaque lame d'anatomopathologie. Et par patient, on voudrait 2 lames, une lame classique et puis une lame avec une coloration particulière qui est utile dans ce type de tumeur. Numériser les lames, c'est une première étape, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on veut aussi avoir une review de toutes ces lames par un comité d'experts, déjà pour s'assurer que c'est réellement des tumeurs neuroendocrines, parce que comme c'est des tumeurs, vous avez vu des fois qui sont très rares, il peut y avoir des erreurs. Et puis surtout pour souligner les zones d'intérêt pour que les machines ne tournent pas sur des très grandes lames avec aucune zone d'intérêt ou du poumon normal, mais vraiment sur de la donnée utile. Et donc l'objectif, c'est de créer cette grande banque de lames. Donc pour résumer un petit peu, on va récupérer des lames de près de 1500 patients sur une période de 2008 à 2020, 15 centres en France, près de 20 variables de pathologie, de lames d'anatomopathologie, 4 téras en tout de données, et puis une survie qui sera récupérée sur la base INSEE. Donc l'objectif, c'est d'avoir aucune donnée manquante pour qu'il n'y ait pas de souci pour les participants. Et donc on va tester la capacité des algorithmes qui vont nous être proposés à prédire la survie des patients avec l'ensemble de ces jeux de données. Donc, si vous êtes un data scientist et que vous voulez participer à un challenge qui propose d'associer des données cliniques et des lames d'anatomopathologie qui, on l'espère, seront de qualité exceptionnelle, eh bien, bienvenue dans ce projet C'est plus net. C'est un moyen un petit peu unique pour nous de participer à un challenge qui est excitant à la fois pour des data scientists parce que on offre l'occasion de donner nos données qui sont récoltées maintenant depuis plus de 20 ans et nous aussi cliniciens pour améliorer la prise en charge de nos patients. Et puis évidemment, last but not least, il y a 25 000 euros pour ceux qui gagneront le challenge. Quelques dates rapidement. La création du jeu de données, elle a actuellement commencé, on espère l'avoir fini avant la fin de l'année. Le comité d'experts qu'on est en train de constituer avec les centres, avec les anatomopathologiste de chaque centre impliqué, on espère que ce sera fait courant hiver 2022, avec un challenge autour de mai 2023 et une remise de prix au cours du congrès de la société qui a lieu pendant l'été 2023. Et donc voilà, j'espère que si vous êtes data scientist, que ce soit de la France ou du monde entier, vous serez intéressé par ce challenge qui est proposé par la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain pour cette présentation du projet C'est plus net. Il y a des questions dans la salle, donc on va faire passer le micro. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, je voulais vous demander, je suis Philippe Berthaud, je suis pathologiste comme mon voisin. Et donc, votre groupe d'experts, vous allez le constituer à partir des pathologistes dans les différents centres, ou bien, deuxième solution aussi, vous adressez déjà à des groupes existants. Par exemple, je sais qu'il y a un groupe auquel je ne participe pas du tout, mais qui s'appelle le groupe Pattern, je crois, des pathologistes thoraciques. Il y a un groupe Il y a un réseau des tumeurs neuroendocrines. Enfin, voilà. En fait, on a prévu de s'y associer. On a commencé à communiquer un petit peu avec eux, avec par exemple le professeur Mercier qui a contacté Monsieur Baudin qui s'occupe un petit peu de ça. Et donc effectivement, on veut les associer à ce projet parce que c'est une part importante et c'est une expertise qu'on n'a pas évidemment nous. Nous, on n'a
apporte notre base de données qu'on a constituée, mais le gros travail qu'il y a derrière de relecture des lames et de ce comité d'experts. Donc, on veut évidemment associer les pathologistes. De toute façon, je crois que vous êtes associés à beaucoup de travaux et de data challenge parce que c'est aussi un domaine qui est particulièrement intéressant dans le machine learning. Merci, Romain. On a aussi une question en ligne. Donc, une question à vocation pédagogique. Est-ce que l'échantillon d'apprentissage doit refléter la distribution dans la population clinique d'intérêt? Oui, on va s'assurer de ça, effectivement, pour que, il y ait pas de souci. Donc oui, on va s'assurer de ça, c'est sûr. L'avantage d'avoir une grosse base de données, c'est qu'on peut effectivement, pouvoir faire un choix et bien répartir, les jeux de données. Ouais. On a deux questions là. Vas-y, Aymeric. Non, c'était juste pour rebondir sur cette dernière question. Ce qui est avant tout important, c'est dans l'échantillon de test, l'échantillon d'évaluation. En soi, dans l'échantillon d'entraînement, on peut faire un peu ce qu'on veut tant que ça marche bien à la fin, quoi. Mais c'est vrai que souvent, ça marche quand même mieux quand on respecte la même Oui, oui, distribution. parce que Mais dans l'absolu, il y a un type de tumeur qui est beaucoup plus présente au total et au final, si on met que ça, les oui. algorithmes vont pas fonctionner. Donc non, non, on s'est assuré de ça. Ouais. On a aussi une question avec Hossein. Non, c'était plus une petite remarque. Donc, je voulais dire que merci pour la présentation. OL Data Hub, on est vraiment très heureux de travailler avec Epitor parce que c'est une source de données absolument unique et incroyable. Et c'est un registre vraiment de très grande qualité clinique. Et d'une manière plus générale, on est en train d'essayer de construire notre politique vis-à-vis des registres qui sont l'une des sources les plus intéressantes de données dans notre patrimoine national de données, aux côtés des entrepôts hospitaliers avec qui on travaille déjà beaucoup. Donc, il y a beaucoup de perspectives de collaboration avec les registres pour leur mise en place, leur soutien et puis la valorisation de leur patrimoine scientifique. Et Epitor, c'est un des plus beaux registres et des plus intéressants en France, donc c'est beaucoup de belles perspectives pour ce challenge. Oui, oui, c'est un peu une volonté de la société depuis très longtemps de valoriser un peu le travail de tous les chirurgiens dans tous les centres et de pouvoir constituer ce genre de base de données, qu'elle soit utile pour les chirurgiens, pour aussi regarder leur pratique et la comparer aux autres, mais surtout pour aussi améliorer la prise en charge de tous les patients à travers de nombreuses études. Super, merci. Est-ce que tu as le pointeur aussi? Agathe, il y a une dernière question. Oui, vas-y. Oui, pardon, j'avais juste une question naïve en fait. Donc le but du challenge, donc c'est effectivement de tenter de prédire la survie effectivement des différents patients. Et on comprend bien effectivement le gain pour le patient, mais du coup, quelle est votre alternative? Enfin, une fois, enfin, si jamais donc ça marche bien, on arrive bien à prédire ça. Qu'est-ce que vous allez en faire vous en termes de... En fait, c'est des tumeurs qu'on a beaucoup de mal à traiter, par exemple parce que, on n'a pas beaucoup de traitements à proposer, à des patients qu'on considère comme précoces et qui récidivent. C'est des gens qu'on suit. L'objectif secondaire après, c'est d'essayer de trouver des traitements à des patients, bien spécialisés, de proposer des traitements complémentaires. Pour l'instant, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui les proposer du tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va bien répondre ou pas. Et donc, c'est le premier problème. Il y aura dans un second temps une volonté d'essayer de mettre en place des traitements pour les patients chez qui on aura identifié une potentielle récidive ou un potentiel, une survie bien moindre.